Madame la Présidente, quand je ferai peut-être le propos introductif, je détaillerai un peu mes fonctions. Et il se trouve que d'origine agricole, mais j'y reviendrai, je suis président d'un groupe coopératif qui a des activités agricoles et agroalimentaires. Et dans les activités agroalimentaires, il y a des activités dans la fabrication de farine, meunerie. Et donc, nous sommes en relation quelquefois avec certains distributeurs. Alors, pas moi en tant que président, puisque je suis un président non exécutif, mais des collaborateurs de nos équipes. Très bien, très bien. Voilà. Merci, monsieur. Donc, quelques mots pour resituer notre commission d'enquête, créée donc à l'initiative du Sénat le 25 novembre dernier, et qui porte sur les marges des industriels et de la grande distribution. Donc, son objectif est d'éclairer nos concitoyens et la représentation nationale sur la construction des prix dans notre pays et l'influence de l'ensemble des acteurs sur la construction du prix. Donc nous vous recevons aujourd'hui parce que bien évidemment votre fédération représente les entreprises de l'industrie agroalimentaire, que vous avez un rôle important, notamment concernant les prix de vente au détail, et que les industriels ne sont pas pour autant épargnés dans les débats qui interpellent et qui interrogent sur le niveau des prix et sur les marges. Donc vous nous ferez le point sur les différentes marges de votre secteur et surtout sur la manière dont vous appréhendez le partage de la valeur ajoutée de l'amont à l'aval, et notamment l'impact des lois Egalim et globalement du cadre légal dans lequel vous opérez. Et puis, bien sûr, si vous pouvez nous faire un point sur les négociations commerciales actuelles et notamment sur le rôle joué par les grandes centrales européennes, en tout cas la nature des relations que vous avez avec les grandes centrales européennes, sera particulièrement intéressant pour l'ensemble des membres de notre commission. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous donniez tout de suite la parole, mesdames, messieurs. Comme vous êtes assez nombreux, je ne sais pas si vous prendrez tous la parole, mais il faut qu'on ait une gestion du temps. Donc, un maximum, je dirais, de 8 minutes par intervenant, un peu plus si vous n'êtes que vous intervenir dans un premier temps, Monsieur le Président. Et puis ensuite, c'est notre rapporteur qui interviendra. Et enfin, nos collègues membres de la commission qui auront des questions complémentaires à vous poser. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur le Président Loiseau. Bien, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs membres de la commission d'enquête. Donc, je parlerai dans un premier temps seul. Donc, effectivement, je prendrai peut-être une minute de plus, comme vous l'avez suggéré. Et puis, au fil des questions, durant l'audition, sur tel ou tel sujet, peut-être de façon un peu plus précise, certains membres de l'équipe interviendront, puisqu'ils sont les uns et les autres un peu spécialisés. Donc, je l'ai dit très rapidement. D'abord, merci de nous donner l'occasion et de nous donner l'occasion à l'ANIA, et je présenterai l'ANIA, d'être ici devant vous pour faire un peu un point de situation, d'éclaircie, un peu le langage de la sincérité et j'espère de la vérité sur ce que nous faisons et sur ce que nous vivons. Donc, je suis d'origine agricole, je suis agriculteur dans la région centre, dans le Loir-et-Cher, sur une ferme de céréalières et de légumes. Et j'ai donc l'honneur et la chance de présider un groupe coopératif agricole qui s'appelle Accéréales, dont le siège est à Orléans, qui a une activité évidemment de conseil et de collecte auprès de 10 000 agriculteurs dans la grande région centre. Et ce groupe coopératif a aussi des activités de première transformation et deuxième. Donc, première transformation, je l'ai dit tout à l'heure, au travers de 7 moulins que nous avons sur le territoire, dont un moulin en bio et un moulin spécialisé en seigle. Et puis, nous avons une activité de malt. Le malt, c'est l'ingrédient principal pour fabriquer de la bière et du whisky pour les amateurs. Et là, c'est une activité plutôt internationale, avec des usines en France et des usines sur tous les continents. Et je le dis parce que c'est quand même une nouvelle très belle aventure qui arrive, particulièrement en Afrique, en Éthiopie, parce que nous avons beaucoup d'espoir. Et une petite activité dans la deuxième transformation, dans la bière. Nous fabriquons de la bière sous une très belle marque. Je vais faire de la pub si j'ai le droit.
C'est une marque régionale qui s'appelle Chambord. Et il se trouve que nous avons un partenariat dans une activité d'extraction de protéines végétales, qui est un nouveau métier en lequel nous croyons beaucoup. Et l'idée, c'est d'extraire à partir des légumineuses produites par les agriculteurs du terrain, du territoire, cette protéine végétale pour des clients locaux, régionaux, internationaux. Alors, de par mes fonctions chez Axiral, je suis administrateur et président de l'association des meuniers français. Et c'est en qualité de président des meuniers français que je préside l'ANIA depuis maintenant 18 mois. Avant, j'ai été administrateur pendant 3 ans. Je suis arrivé à l'ANIA vraiment par passion, parce que l'ANIA, ce sont 32 syndicats métiers qui constituent l'ANIA. Donc, des métiers autour de la fabrication, de la transformation, première et deuxième transformation. Donc, 32 syndicats métiers et des syndicats des délégations régionales. Donc, nous avons à la fois une assise, je dirais, assez verticale sur l'ensemble des métiers. D'ailleurs, vous allez auditionner, je crois, ou vous avez déjà auditionné certains syndicats issus de nos métiers, et les régions, parce que nous avons une empreinte territoriale très forte, d'ailleurs aussi dans les départements et territoires d'outre-mer. Je le précise vraiment dès le début, l'ANIA, c'est avant tout 98% de petites et moyennes entreprises, de TPE et de PME. Avant tout, 98%. L'ANIA, ce ne sont pas uniquement les grands groupes, et notamment internationaux, tels qu'on voudrait bien le dire et le faire savoir. Alors oui, il y en a. Il y a des filiales de grands groupes internationaux au sein donc des adhérents de l'ANIA, mais je le précise, sur les 23 000 entreprises aujourd'hui adhérentes de l'ANIA par le biais de leurs syndicats, n'est-ce pas, nous avons 98% de petites entreprises, de moyennes entreprises qui couvrent tout le territoire. Tout le territoire, tous les départements français, entre guillemets, sont arrosés par des entreprises de toute taille, et vous en connaissez certainement, bien entendu, dans tous les métiers de la première et de la deuxième transformation, les métiers principaux. Nous avons quelques grands métiers que nous n'avons pas aujourd'hui au sein d'ANIA, comme par exemple les fruits et légumes, vins spiritueux, puisqu'ils en sont sortis il y a quelques années, mais les fruits et légumes, nous ne les avons pas. Mais sur l'ensemble des autres métiers, nous sommes représentatifs. Et ces 23 000 entreprises sont d'origine capitalistique ou juridique très différente. Vous avez à la fois des entreprises familiales, et évidemment, c'est la très très grande majorité, petites et moyennes, des entreprises qui quelquefois couvrent plusieurs générations, installées dans nos régions françaises depuis plusieurs générations. Et ça, ce sont tous les sujets de transmission, et ça va, on en reparlera tout à l'heure. Qui dit transmission dit pérennité d'un outil qui est rentable. Et évidemment que nous en parlerons. Mais ce sont aussi des filiales de coopératives agricoles, bien implantées sur le territoire, et des filiales de groupes, fussent-ils nationaux ou internationaux, dont les sièges, je dirais, principaux sont sur le territoire national ou éventuellement dans d'autres pays. Donc vraiment, l'ANIA, ce sont ces 23 000 entreprises, dont 500 de très grandes entreprises, mais je dirais le reste, 500, 800, 21, 22 000 entreprises de très petite taille. Et donc quand nous parlons, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, de création, de partage de valeurs, de relations avec la distribution, il est évident que un des premiers points que je voudrais mettre en évidence, c'est que, d'abord, évidemment, nous avons besoin de la grande distribution. La grande distribution représente 70%, je dirais, des produits alimentaires qui sont proposés auprès des consommateurs d'une manière générale. Et évidemment, sur ces 70%, la grande distribution telle qu'elle est organisée en France est bien entendu nécessaire. Mais la remarque que je me permettrai de faire à cet instant, c'est que devant une grande distribution qui est extrêmement concentrée et de plus en plus, depuis notamment ces dernières années, il reste peu d'enseignes finalement quand on regarde le paysage de la grande distribution depuis 25 ans. Il a énormément évolué, et si concentration il y a eu, cette concentration, elle s'est faite principalement au niveau de la distribution. Donc
3-4 acteurs sur 70% de l'alimentaire distribué en France, à peu près, hein. Le reste étant du hors foyer, bien entendu, restauration, etc. Donc très peu d'acteurs, 23 000 entreprises de toute taille, comme je l'ai dit à l'instant, et évidemment, par voie de ricochet, je dirais, c'est 450, 430 000 agriculteurs. Donc la pyramide, elle est très claire et je dirais qu'elle révèle tout de suite, je ne sais pas si c'est un dysfonctionnement, mais en tout cas un état de relation qui est extrêmement compliqué et qui l'est de plus en plus depuis 2008-2009 et depuis la mise en place de la LME, hein, où finalement les sujets autour du pouvoir d'achat, et effectivement il fallait absolument les traiter, ces sujets de pouvoir d'achat auprès du consommateur, eh bien il y a eu cette, je dirais, ce focus qui a été mis sur les entreprises que nous représentons, et l'alimentaire est devenu bien souvent et trop souvent la variable d'ajustement du pouvoir d'achat de l'ensemble des Français. Et entre les agriculteurs qui demandent, et parce que c'est totalement justifié, des prix rémunérateurs d'où Egalim, et la grande distribution qui demande des prix bas, parce que c'est toujours plus bas qu'il faut faire les prix pour attirer des clients, il y a au milieu ces 23 000 entreprises que nous représentons, qui, elles, ne demandent que juste, un prix qui permet de rémunérer des salariés, d'investir, j'y reviendrai, de développer l'international. Oui. Donc nos sujets tournent autour de, comme vous me l'avez demandé, les sujets de marge. Nos entreprises, le secteur de l'alimentaire aujourd'hui travaille en marge très compressée. Il y a beaucoup de défaillances d'entreprises alimentaires. Nous avons des marges qui sont de moitié je dirais, de ce qui se fait dans l'ensemble de l'industrie manufacturière, hein. Et si je prends certains secteurs d'activité comme la meunerie, alors que la moyenne va tourner autour de 3%, dans la meunerie, par exemple, ça va être plutôt entre 0 et 2%. Donc, il ne faut pas s'étonner derrière qu'il y ait un peu cette hécatombe d'entreprises défaillantes. Nous avons évidemment le sujet Egalim que nous avons promu, que nous avons souhaité, que nous mettons en place, que nous avons mis en place aussi. Dans le sujet Egalim, il y a bien entendu la protection, la sanctuarisation de la matière première agricole à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Et nous pourrons en reparler tout à l'heure, c'est pour nous une priorité absolue. Force est de constater que la grande distribution ne suit pas cette règle forcément, et que nous avons énormément de sujets d'arbitrage de la matière première agricole entre les distributeurs et évidemment les industriels. Donc pour nous, c'est une ligne rouge extrêmement importante, et nous souhaitons qu'il y ait évidemment beaucoup plus de contrôle dans ce domaine et beaucoup plus de sanctions. Et nous sommes très à l'aise pour parler des différentes options, puisqu'il y a la fameuse option 3 qui est extrêmement critiquée, que nous oppose la grande distribution, avec la certification des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, ils sont assermentés, ils sont agréés, hein, dans l'ensemble des entreprises françaises, et quand ils valident le process d'élaboration du prix de la matière première avant les négos et à la fin des négos commerciales, c'est toute la voie officielle qui est dite. Ce que nous remarquons, et cela concerne de plus en plus les grandes entreprises, mais aussi par voie de ricochet, je dirais les entreprises un peu de taille intermédiaire, c'est que beaucoup de négociations se font maintenant en dehors de la France. Les fameuses centrales européennes se développent énormément, elles pèsent énormément, et ce qui est très paradoxal, c'est que, alors que la production agricole est française, les agriculteurs sont sur le territoire français, les usines, les artisans, les entrepreneurs, l'industrie agroalimentaire est sur le territoire français, la réglementation est française, toute la réglementation est totalement française, les magasins de distribution sont français. Comment pouvons-nous être arbitrés à 1h30 d'avion de Paris, dans ces fameuses centrales européennes, si ce n'est que pour détruire encore et toujours un peu plus de marge. Et sans cette marge suffisamment nécessaire, non pas pour faire des super profits, je les ai évoqués tout à l'heure, nous aurons et nous avons du mal, même si c'est fait un petit peu, à travailler ces sujets autour de la décarbonation, de la durabilité. Et un dernier point quand même que je voudrais souligner, c'est
la faiblesse depuis ces 15 dernières années de l'industrie agroalimentaire, notamment à l'international. Nous arrivons en 2025 sur une année où, pour la première fois, nous allons être plus importateurs qu'exportateurs. Donc ça veut dire que cette glissade, elle nous est due principalement du fait de l'écrasement de ces marges. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense qu'on va revenir plus dans les détails sur tous ces sujets que vous avez évoqués, puisqu'on a besoin de détails. On va donc laisser la parole à Madame la rapporteure pour une première série de questions. Oui. Alors, moi, j'ai une première question qui est une question assez concrète. Vous nous dites que les distributeurs appliquent une pression sur les prix qui, selon vous, met en difficulté la capacité des industriels à investir. Donc ça, moi, je l'entends. Vous avez suivi cette commission d'enquête. La grande distribution nous explique que ça n'est absolument pas le cas et que ce sont bien les industriels et les grands industriels qui mettent cette pression. Mais c'est justement pour ça qu'il est intéressant pour nous d'entendre les uns et les autres, de vous entendre vous particulièrement parce que en tant que groupement, j'allais dire que fédération, eh bien en fait, si je peux m'exprimer ainsi, vous prenez peu de risques en prenant la parole. Il n'y a pas de risque de rétorsion, je ne sais quoi, qui pourrait Ah bon, alors il y en a peut-être, vous allez nous l'expliquer. Voilà, donc moi ma question, très concrètement, c'est de dire est-ce que vous pouvez ici nous dire comment les prix sont négociés, quelle est la pression que vous subissez, comment vous la subissez, parce que à écouter les centrales d'achat ou la grande distribution, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, vous êtes respecté, vous avez vos prix, etc. Vous semblez dire le contraire, expliquez-le s'il vous plaît. Alors, je vais commencer, si vous permettrez, je demanderai à Marie de compléter. Bon, déjà, premièrement, ce sont les distributeurs qui fixent les prix en magasin. Ce ne sont pas les industriels. La négo qui existe, c'est une négociation à l'achat entre un industriel qui propose et un distributeur qui achète. Je le dis parce qu'on croit souvent que c'est l'industriel qui fait le prix dans le rayon, quel que soit le produit, c'est le distributeur. Et bien entendu, et c'est plutôt normal, qu'il y ait une différence entre des prix d'achat et des prix de vente en distribution. Deuxième chose, les distributeurs, notamment par le biais de ce qu'on appelle les centrales de service, nous imposent quand même un certain nombre de règles extrêmement importantes sur des sujets de tête de gondole, de promotion, pour y revenir. Et donc les distributeurs pratiquent quand même une facturation, je dirais, assez forte sur ces produits-services. Quand il y a des négociations avec les périodes d'ouverture et de fermeture, et d'ailleurs nous y reviendrons, c'est pour ça que nous avons souhaité dès le mois d'avril de l'année dernière la mise en place de la charte, n'est-ce pas, de bon fonctionnement, après qui a été reprise par les ministères concernés, nous avons observé que les petites entreprises étaient en tension dès le début, parce que contrairement à ce que a dit notamment la grande distribution, les petites entreprises avaient du mal à signer. Mais par manque de trésorerie, très souvent, on leur impose, elles n'ont pas d'autre choix que de signer assez vite. Donc, il y a des négociations. Nous arrivons avec des demandes d'augmentation. Par exemple, l'année dernière, on a demandé, là, sur le début de la campagne, des augmentations qui étaient entre 2,5 et 3,5%. 2,5, 3,5%, pour des raisons très claires, sujet énergie, logistique, j'ai dit tout à l'heure décarbonation, des salaires, des taxes, ça et là. La grande distribution, systématiquement, vient avec de la déflation. De toute façon, elle pratique la déflation, c'est son arme redoutable depuis 15 ans, et depuis le mois de décembre de l'année dernière, la proposition, plutôt la contrepartie de la grande distribution, c'était plutôt nous souhaitons moins 3 ou moins 4. Alors, elle argumente évidemment de la concurrence en interne, des changements de comportement d'achat de la part des consommateurs, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, parce qu'il y a d'autres formes de distribution, il y a de la concurrence, même étrangère. Mais ce n'est pas à l'industrie agroalimentaire, ce n'est pas aux 23 000 entreprises de l'agroalimentaire, je dirais, de payer ces sujets, notamment de concurrence entre distributeurs. Donc, il y a des négociations. Nous avons vécu l'année dernière, parce que même si l'ANIA n'est pas directement concernée, des entreprises qui ont été reçues de façon totalement exagérée. C'est pour ça qu'il y a eu cette charte qui a été proposée. Vous pouvez détailler ? C'est quoi de façon exagérée ? Plus de 20 rendez-vous. Vous pouvez nous donner des exemples de ce qui dysfonctionne ? Parce que ça, on n'arrive pas à l'entendre. Plus de 20 rendez-vous. Et puis, si vous permettez,
lors de dans le cadre de l'échange avec la centrale d'achat ou dans le cadre d'échange avec la centrale de service, ces rendez-vous? Centrale d'achat, Marie, tu compléteras. Plus de 20 rendez-vous pour des achats de produits très clairs. Et je ne parle pas de grandes entreprises internationales, je parle de PME et d'ETI, jusqu'à plus de 20 rendez-vous. Certains rendez-vous, notamment au début, étaient plutôt en visio, parce qu'il y en a eu, pourquoi pas, mais il y a eu des rendez-vous physiques avec des horaires qui étaient souvent des horaires décalés et dans des semaines qui étaient plutôt des rendez-vous qui étaient plutôt fin de semaine. Et c'est pour ça qu'on a demandé la charte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des rendez-vous samedi soir? Tardif, samedi soir. Ça veut dire des rendez-vous le dimanche 23 après-midi? heures, exactement, le week-end. Ben, voilà. Très clairement. Donnez-nous des exemples, parce que là, on veut comprendre. Tu veux détailler? Nous, on n'y est pas, nous, dans cette négociation. Donc... Marie, tu veux détailler? Alors, je ne sais pas jusqu'à quel détail, quelle granulométrie est-ce qu'on peut aller, mais... J'insiste, s'il vous plaît. On veut savoir s'il s'agit de centrales d'achat régionales, nationales, européennes. Allez, vas-y. Les négociations commerciales sont particulièrement tendues que... Non, il n'est pas allumé, il n'est pas allumé. C'est bon, c'est bon. Non, si c'est pas rouge, ça... Si. Il est rouge, il est rouge. Vous m'entendez? Oui. Les négociations commerciales sont particulièrement tendues, qu'on se trouve dans des négociations commerciales en France ou à l'international. Elles sont exacerbées par ce phénomène des centrales d'achat et de services à l'international depuis plusieurs années, mais que vous soyez une PME ou une grande entreprise, vous jouez votre année sur 3 mois de négociations commerciales. La réalité des négociations, c'est que chaque négociation place une entreprise dans le sens où la non-signature avec une ancienne comporte un risque significatif pour l'entreprise. C'est certain, que vous soyez une petite ou une grande entreprise. Les PME, elles sont désarmées face à des centrales d'achat, qu'elles soient régionales ou quand vous négociez avec Aura, par exemple, puisque c'est tant sur le fond que sur la forme. Sur la forme, les négociations sont compliquées, on le sait, c'est des négociations commerciales, c'est tout à fait normal, mais on a quand même une tension, une certaine agressivité qui est particulière en France, qu'on ne connaît nulle part ailleurs. Ça, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Comment ça se passe dans les autres pays? Ça ne se passe pas comme ça, il n'y a pas cette agressivité. Non, mais nous... Excusez-moi, moi je veux des exemples, parce que j'entends, vous nous dites c'est agressif, c'est tendu. Ok, ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi l'agressivité que subissent vos adhérents? Vraiment, je le dis parce que on n'arrive pas à comprendre. Tout le monde nous dit c'est tendu en France plus que n'importe où ailleurs, etc. Ça a un impact. Mais c'est quoi? C'est pratique. Oui. C'est mauvaise pratique. Ok, vous avez de nombreux rendez-vous. Ils sont fixés. Tout à fait. Comment. Les entreprises arrivent avec un besoin tarifaire en début de négociation. Par exemple, cette année, le besoin tarifaire moyen des entreprises est aux alentours de 3,5%, justifié donc par les intrants matières premières agricoles et industrielles. En début de négociation, les demandes moyennes qu'on avait, c'était de l'ordre de moins 10, moins 8. Voilà. Donc ça pose le rapport de force et les entreprises ont 3 mois pour arriver à se mettre d'accord. Et à travers ça, il y a du coup une pression sur la forme, forcément, avec les négociateurs. Et donc ça peut passer par des mesures de pression sur la forme ou des mesures de rétorsion comme des menaces ou des déréférencements effectifs. En ce moment, on a énormément d'entreprises qui nous disent qu'elles font face à des arrêts de commande, à des menaces de déréférencement, à des déréférencements effectifs. Moi, on me demande actuellement énormément les coordonnées du médiateur des relations commerciales agricoles parce qu'on a des entreprises qui sont dans des situations où là, elles nous disent on va arriver à un point de non-retour. Donc ça se passe vraiment dans un cadre sur la forme qui est très compliqué. Et sur le fond, normalement, il y a le principe de sanctuarisation de la matière première agricole. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il n'est pas respecté, ce principe de sanctuarisation de la matière première agricole. Et les matières premières industrielles, qui sont un intrant qui est très important pour l'industrie agroalimentaire, alors là, c'est un non-sujet. Et c'est un peu le revers de la sanctuarisation de la matière première agricole, c'est d'avoir sanctuarisé une partie du tarif, fait que les négociations sont très agressives, avec un report d'agressivité sur les matières premières industrielles. Ça, on comprend et on l'a déjà entendu beaucoup. Sur la matière première agricole, détailler un peu. Donc, vos adhérents arrivent en disant la matière première agricole a évolué de X%. Et donc ça n'est pas pris en compte? Tout à fait. Donc la loi demande une transparence de la part des industriels à travers 3 options. Donc c'est bien le législateur qui a permis ces 3 options, options 1, 2 et 3. Donc l'industriel choisit en fonction de sa stratégie commerciale l'option qui est la plus pertinente selon lui.
On a beaucoup parlé de l'option 3 qui, donc, selon les distributeurs, est l'option qui ne permet pas une transparence sur la matière première agricole. Nous, notre position est de dire que c'est l'une des options les plus transparentes puisqu'elle fait appel à un commissaire aux comptes à l'amont et à l'aval. Et c'est d'ailleurs la seule option dans laquelle il y a un vrai contrôle de la sanctuarisation de la matière première agricole puisque le commissaire aux comptes fait une attestation à l'aval. Et c'est peut-être ce point-là qui dérange aussi les distributeurs, c'est qu'il y a un contrôle de cette sanctuarisation. Dans les options 1 et 2, il n'y en a pas. Oui, alors il y a quand même un petit sujet sur cette option-là, puisqu'en fait, visiblement, n'apparaît pas systématiquement l'origine de la matière première agricole, avec un débat sur le fait que, bien évidemment, une matière première agricole d'origine étrangère n'aura pas les mêmes coûts et les mêmes critères. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, dans le cadre de l'option 3, l'objet, c'est de quantifier et que le commissaire aux comptes identifie l'évolution du prix de la matière première, quelle que soit son origine. Donc, mais le sujet de la transparence de l'origine, c'est un sujet important sur lequel les entreprises sont engagées. Le sujet de l'option 3, de l'option 1 ou de l'option 2, c'est de savoir quelle est l'évolution de la matière première agricole, quelle que soit son origine, pour proposer une évolution et que la loi Egalim soit respectée. Donc, aujourd'hui, le commissaire aux comptes dans l'option 3, il va identifier l'évolution de la matière première agricole, globalement, quoi qu'il en soit. Après, le sujet de l'origine, c'est un autre sujet, si vous voulez qu'on l'évoque. Il n'y a pas de problème d'identification ou d'évocation sur le sujet, strictement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de distributeurs que vous pourrez interroger qui demandent des origines différentes pour faire baisser les prix. Donc, s'ils avaient un doute sur les questions d'origine, ils ne demanderaient pas de nous faire varier les origines à certains acteurs sur des points pour faire baisser les prix. C'est le sujet de la MDD, entre autres, où les distributeurs sont les donneurs d'ordre, et quand ils nous demandent de fournir des matières moins chères, ils nous orientent aussi vers des achats quelquefois en dehors de la France. Et donc nous répondons à leurs demandes. Et je reviens 2 secondes sur l'option 3, parce qu'elle a été vraiment, et elle est toujours mise en cause continuellement, sous le titre transparence de la part des distributeurs, mais c'est Marie l'a très bien dit tout à l'heure, c'est la seule option, je dirais, la plus officielle, la plus certifiée, la plus reconnue. Oui. Et ce qui gêne les distributeurs, c'est justement qu'elle soit complètement certifiée et officielle. Oui. Ce qui gêne les distributeurs, c'est qu'ils ne savent pas non plus à quoi elle se rapporte, puisque c'est l'objectif, c'est de permettre aux industriels de ne pas détailler matière première par matière première et de ne pas dévoiler des recettes. Et de payer les agriculteurs. Je reviens à la question des négociations. Centrale d'achat, centrale de service. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a un gros problème avec les centrales de service où vous êtes systématiquement renvoyés. Hier, nous avons auditionné Eurelec, qui nous a expliqué que jamais, au grand jamais, il n'envoyait un fournisseur vers la centrale de service. Alors, qui croire? Vous êtes tous sous serment et nous avons des affirmations opposées. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? Écoutez, sur ce sujet-là des centrales de service, elles prennent une place de plus en plus importante dans le cadre des négociations commerciales. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les entreprises sont convoquées au sein de ces centrales de services, qu'elles n'ont pour la plupart, si ce n'est la quasi-totalité, pas le choix que d'être dans ces centrales de services, et elles ne peuvent pas refuser les services qui leur sont proposés. Et la problématique, si ces services avaient une utilité pour les industriels, peut-être qu'elle pourrait être intéressante, elle pourrait développer des parts des marchés, développer du volume, mais aujourd'hui, la problématique et l'essence même de ce qu'on reproche aux centrales de services, c'est la notion de contrepartie. Elles ne sont pas proportionnées, elles sont parfois fictives, et c'est des centaines de milliers d'euros. Et vraiment, les montants, moi je les vois, je les connais, c'est astronomique. Et c'est ça, la pierre angulaire du droit français avant même Egalim, c'était la notion de contrepartie. Toute la négociation doit tourner autour des contreparties. Et ces alliances de services, la notion de contrepartie, elles en font... Non, mais c'est de la négo supplémentaire à l'avantage des distributeurs, hein, c'est très clair. Est-ce que j'ai raison si je traduis ce que vous dites? Vous demandez, par exemple, vous affichez à prix à 100, on vous dit, non, ce qu'on veut, c'est du 60. On vous dit, écoutez, on va vous acheter à 60, et puis vous allez nous prendre 40 de service. Alors, peut-être sur les centrales de service, le fonctionnement aujourd'hui, c'est qu'avant toute négociation,
d'où la convocation, il doit y avoir ce péage. En fait, c'est ce que vous a dit l'ancien médiateur aux relations agricoles, c'est qu'en gros, c'est un péage. C'est-à-dire celles qui doivent passer par les centrales de services, on n'est même pas dans le début de la négociation. On leur dit, voilà ce que vous devez payer comme service, et ensuite, on rentre dans la phase de négociation. Et c'est avant... Ouais, la centrale de service, c'est la première étape, c'est le péage. D'accord, et c'est combien? Quel pourcentage? Le premier taux, c'est quel pourcentage? On nous a dit 2-3%, c'est ça? Le début. Alors, on sait qu'il y a une soixantaine d'entreprises qui sont convoquées dans ces centrales de services. Après, les services proposés, ça va jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour la fourniture de data, pour des rencontres en top-to-top. C'est des services qui sont proposés dans des catalogues et les industriels doivent payer ces services pour pouvoir, et souvent les négociations se mènent en parallèle. Et c'est pour ça où souvent, et le médiateur a parlé de péage, c'est aussi le terme qu'emploient les industriels qui sont au sein de ces centrales de services. Aucun de ces services n'a de contrepartie, ou certains ont une contrepartie? Certains en ont, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours proportionnées. C'est ça la notion il peut, et il y en a, mais le problème, c'est est-ce que vous payez des centaines de milliers d'euros pour la fourniture de data alors qu'une centrale française va vous faire payer une dizaine de milliers d'euros. Voilà, c'est cette notion-là, et c'est pour ça que nous, on invite vraiment les autorités de contrôle à aller contrôler la proportionnalité de ces services. Ça a déjà été fait, il y a déjà eu des amendes sur le sujet. Les centrales, est-ce que certaines centrales, que ce soit d'achat ou de services, sont réputées plus sévères que d'autres, et si oui, lesquelles? Non, mais bien sûr. Il y a une nouvelle d'achat qui est Concordis, qui s'est d'ailleurs annoncée quelques semaines avant le début des négociations commerciales. Ça aussi, c'est un point qu'il faut souligner. C'est une certaine complexité pour les entreprises. C'est pas parce qu'en face, c'est des multinationales. D'ailleurs, c'est bien souvent des filiales françaises qui ont finalement qui ont des tailles qui sont pas si importantes que ça. Donc, il y a cette complexité et des stratégies de négociation de chacune des centrales. Je pense que vous les avez entendues, elles ne négocient pas toutes de la même façon, elles ne voient pas toutes les choses de la même façon, elles n'ont pas toutes les mêmes schémas de négociation, et parfois, vraiment, il faut s'y reprendre à 10 fois avant de comprendre les schémas de négociation de ces alliances. En ce moment, on parle beaucoup de l'alliance Everest. Voilà, je vais citer. D'ailleurs, il y a eu des cas publics où il y a beaucoup de menaces de déréférencement ou de déréférencement effectif. Et il y a une certaine agressivité dans les négociations commerciales pour cette alliance à l'achat à laquelle Aura est intégrée. Peut-être c'est aussi le moment de vous dire que ce qui est très compliqué pour les entreprises, c'est qu'à partir du moment où elles ne rentrent pas dans ce jeu, c'est-à-dire elles le refusent, parce que pour des questions de survie, pour des questions de capacité à rémunérer les matières premières agricoles ou le fonctionnement de l'entreprise, on rentre dans une phase où on va attaquer ce déréférencement. Vous avez un cas public en cours, c'est très rare, parce qu'en général, les risques sont supplémentaires quand les entreprises osent sortir, quelle que soit leur taille. Et pour avoir suivi les auditions précédentes, je pense que c'est important de se rendre compte que quelle que soit la taille d'une entreprise agroalimentaire qui va négocier, comme ce sont la plupart du temps des filiales françaises, si vous prenez juste le chiffre d'affaires de Leclerc en France, c'est environ 50 milliards. En gros, ce serait une des 4 plus grandes entreprises agroalimentaires au monde. Donc il faut se rendre compte que quoi que certains aient pu vous dire, le rapport de force est totalement déséquilibré, quelle que soit l'entreprise. On leur a dit, d'autant que si on regroupe les différentes enseignes internationales, on peut arriver à 100 milliards. Et donc, effectivement, quand en face, on a une grosse entreprise, même une très grosse, qui est à plusieurs milliards, il y a un déséquilibre évident. Non, moi, je voudrais ajouter, parce qu'une fois qu'on a parlé de déréférencement, on s'arrête souvent, mais un déréférencement, ça a des conséquences dramatiques. Parce qu'un déréférencement, ça veut dire que l'usine, elle arrête. Partiellement. Alors, peut-être pas en totalité parce qu'il y a plusieurs produits qui peuvent être présentés, mais en tout cas partiellement, l'usine arrête ses productions sur les lignes qui ont été ou sur les produits qui ont été déréférencés. Donc ça veut dire qu'au-delà de cette action très agressive, très commerciale, vous avez sur le territoire des entreprises, et il n'y a pas que les plus grandes,
des petites et des moyennes entreprises aussi, qui subissent les conséquences. Donc, in fine, ça veut dire que l'impact économique, il est majeur. Il est majeur. Vous avez des exemples de déréférencement? Si vous en avez quelques-uns connus, ça nous Il y en a un qui est intéresse. très connu aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'avais pas voté tout à l'heure. Non, celui qui est public Il y aujourd'hui. en a un qui est public donc je aujourd'hui. peux le mentionner. En produits laitiers. Ouais. C'est un grand laitier mondial français. Totalement il va être déréférencé sur certains produits à plus de 50%. Il y avait des PME, ça nous intéresserait aussi. Oui, si vous avez des... mais Maxime Costi, il a un peu dit tout à l'heure, c'est très compliqué pour des petites et moyennes entreprises d'aller mettre leur nom sur des sujets comme celui-ci. C'est pour Parce ça. que excusez-moi, madame. C'est pour ça excusez-moi. qu'on vous interroge, vous. Parce qu'elles se font épingler le coup d'après. Le distributeur, il ne retiendra pas l'entreprise. C'est Mais ça notre problème. C'est pour ça qu'on vous interroge, vous, et qu'on passe par vous pour avoir toutes ces informations, parce que nous ne voulons pas mettre qui que ce soit. Est-ce que nous pourrons dans une éventuellement, problématique. peut-être plus tard, sous forme de documents écrits, Bien sûr. vous faire passer Bien voilà, sûr, vous pouvez des exemples. Bien sûr. nous Merci. faire parvenir des éléments, je dirais, Merci. de manière plus confidentielle. Et peut-être, Madame la rapporteure, encore une fois, J'ai c'est pas encore qu'on veut une pas question. vous répondre. Non, mais- Ça n'est pas. Mais si on cite un nom d'une entreprise qui nous a remonté des éléments confidentiels et qu'elle ne veut pas l'assumer, vous comprendrez bien que cette retransmission étant publique, elle aura des C'est pour conséquences sur elle-même, son C'est pour activité. ça que je disais des sujets qui sont déjà connus, bien entendu. Moi, j'aimerais qu'on revienne à la question. Alors, il y a un sujet que vous avez déjà un petit peu évoqué, la question des MDD. Là, on n'est plus dans les négociations commerciales, mais malgré tout, on est quand même dans des relations entre des industriels et de la grande distribution pour pouvoir fabriquer ces fameuses marques propres, les marques distributeurs. Alors, elles ont plein de noms, mais ces fameuses marques distributeurs. Est-ce que là, lorsque vos adhérents sont dans des relations avec la grande distribution en tant que fournisseur de marques distributeurs, comment ça se passe? Est-ce que les relations commerciales sont tout aussi tendues? Est-ce qu'elles sont plus souples? Est-ce qu'elles ressemblent à des négociations habituelles commerciales entre entreprises? Parce que bon, c'est quand même un peu votre quotidien. Comment ça se passe? Les négociations commerciales avec donc, du coup, les fournisseurs de MDD ou les distributeurs se placent dans une situation où ils sont donneurs d'ordre, hein, et bien souvent ils passent par des appels d'offres avec des cahiers des charges et les entreprises y répondent. Je tiens tout de suite à indiquer que les MDD sont fabriqués très majoritairement par les PME. Donc soit les PME ne font que de la fabrication de MDD, soit généralement elles font et des marques nationales et de la MDD. Donc juridiquement et commercialement, ça ne se passe pas que comme dans les marques nationales. C'est pour ça que d'ailleurs les règles du Code de commerce sont différentes. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien. Les MDD ont pris une importance phénoménale ces dernières années. Les distributeurs ont encore plus cette volonté d'afficher le prix le plus bas possible sur les MDD et donc sont très agressifs aussi dans les demandes qu'ils font auprès des industriels. Donc il y a cette notion aussi très importante et il y a aussi du coup une notion de dépendance économique des fabricants de MDD envers les distributeurs. Et il y a une certaine fragilité du coup des entreprises et souvent les entreprises sont des PME et elles n'ont pas, du coup, il y a des entreprises qui font depuis 20, 30 ans de la MDD pour les distributeurs et elles ne peuvent pas les perdre. Elles ne peuvent pas perdre ce contrat MDD parce que sinon, ça les met dans des situations économiques très complexes. De là, on n'a jamais souhaité que le code de commerce qui s'applique aux marques nationales s'applique aux MDD. Il faut une certaine souplesse. Néanmoins, on a quand même souhaité que les dispositifs phares d'Egalim, tels que la sanctuarisation des matières premières agricoles, tels que le SRP plus 10, tels que la clause de révision automatique, tels que l'obligation de se revoir annuellement, s'appliquent pour les MDD parce qu'on avait un sujet quand même sur les MDD et les fabricants de MDD qui nous disaient on est un peu oubliés avec voilà, la tension qui est mise en exergue sur les négociations commerciales. Et on a d'ailleurs souhaité à ce que l'Observatoire des négociations commerciales agricoles qui porte chaque année sur les marques nationales porte aussi sur les MDD. Mais en complément, mais ça a été dit, mais il y a donc des entreprises qui ne font que de la MDD
donc qui prennent le cahier des charges du distributeur et 100% du business est fait en MDD. Et puis vous avez des entreprises qui font de la MDD en complément un petit peu pour remplir les gamelles, c'est-à-dire en fait pour couvrir les charges fixes. Donc c'est ce niveau de l'entreprise qui ne fait que de la MDD, elle a son modèle économique, je dirais, qui se prête à ce genre de négo, toutes choses étant égales par ailleurs. L'entreprise qui, en variable d'ajustement, fait de la MDD en supplément, est souvent fragilisée parce qu'elle a quand même un coût d'approche qui est très élevé. Et donc c'est là où, comme ça a été dit à l'instant, nous avons tenu à ce qu'un certain nombre de paramètres soient intégrés dans les négos pour ne pas les fragiliser beaucoup plus, alors qu'elles le font pour être justement dans un business rentable. Merci. J'ai encore 2 questions. Après, je laisserai la parole à mes collègues. Enfin, la présidente donnera la parole à mes collègues. La première question, c'est que vous avez évoqué d'autres formes de distribution, d'autres formes de commercialisation. Vous avez dit que ça fragilisait le marché. Enfin, j'ai cru comprendre ça au début. Est-ce que vous pouvez préciser c'est Monsieur Loiseau, c'est vous qui l'avez dit, mais peut-être quelqu'un d'autre peut nous éclairer sur le sujet. À quoi vous faites allusion et en quoi ça impacte la relation avec la grande distribution? Parce que la grande à quoi on fait allusion déjà? Quand on dit d'autres formes de distribution, à quoi vous faites allusion? Il y a aujourd'hui plus de distributeurs, je dirais, non conventionnels ou non français par rapport à ce qui existait il y a quelques années. Il y a aujourd'hui des circuits de distribution, que ce soit via le net, des groupes comme Action qui sont présents, qui vont très vite, qui font des achats, des appels d'offres mondiaux et donc qui arrivent avec une agressivité qui dépasse même celle de nos, entre guillemets, distributeurs classiques. Et donc ces mêmes distributeurs français sont à la peine. Certains d'entre eux, et c'est leur stratégie, il n'y a pas de problème, ont fait beaucoup de développement ces dernières années, ont acheté beaucoup de parts de marché ces dernières années, et donc doivent rentabiliser ces parts de marché, donc ça leur coûte très cher, comme dans une entreprise. Et donc, elles sont très agressives vis-à-vis de leurs fournisseurs pour essayer de rentabiliser un peu cette conquête de parts de marché. Il y a un distributeur leader en France, il y en a d'autres derrière qui essaient de suivre et acheter des parts de marché pour rattraper le premier distributeur qui est là depuis longtemps, ça coûte cher. Et pour essayer de rattraper cet écart, on se retourne vers la variable d'ajustement qui est l'industriel aujourd'hui, notamment les PME et même les grands groupes. Merci. Dernière question, c'est sur les marges. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres sur les marges industrielles? Vous nous dites qu'elles ont été écrasées. Si on écoute la grande distribution, les marges des industriels, c'est 10-15%, quand leurs marges à eux sont de 1, 2, peut-être 2,5 dans le meilleur des cas. Qu'avez-vous à dire à cela? Madame la rapporteure, je vais donc vous dire un mot sur les marges des industriels alimentaires. Là, ici, dans ce débat, la statistique nationale corrobore les autres enquêtes que nous avons pu conduire. Je pense notamment au travail que nous avons fait avec la Banque de France il y a quelques mois. Et il ressort des marges faibles dans l'industrie alimentaire, et notamment plus faibles que ce qui se pratique, que la norme des industriels manufacturiers. La marge d'exploitation, EBE sur chiffre d'affaires, dans l'industrie alimentaire, c'est 6-7% du chiffre d'affaires. La marge courante avant impôt, 4%. La marge nette, 3,5% environ. Évidemment, il existe des disparités entre métiers, entre branches, entre tailles d'entreprise, mais globalement, nous sommes un secteur à marge faible, une industrie à faible valeur ajoutée. Par rapport à ce qui se pratique dans le reste de l'industrie, on a à peu près les mêmes marges d'exploitation que l'industrie textile, dont je ne crois pas qu'elle soit la plus profitable du pays, en tout cas la mieux en point. Donc on a des marges relativement faibles dans l'industrie alimentaire. Évidemment, on est sur un business model radicalement différent de la grande distribution. On prend beaucoup plus de risques, on a des activités beaucoup plus capitalistiques, donc on ne peut pas comparer nos marges nettes et leurs marges nettes. Il faut regarder la rentabilité du capital. Quand vous investissez 100 €, est-ce qu'il est plus profitable de les investir dans la distribution ou dans l'industrie? Le constat que nous formulons, c'est qu'il est plus intéressant d'investir dans la distribution. Pourquoi? Bien, des enquêtes nous le montrent, l'ILEC vous les présentera peut-être lors de son audition, mais les stratégies des entreprises qui font à la fois de la distribution et de la transformation alimentaire le montrent également. Regardez un groupe comme les Mousquetaires, il investit lors de 750 millions d'euros
ces dernières années dans son outil industriel, en fermant au passage quelques usines. C'est bien qu'il y a des difficultés dans l'industrie alimentaire. Il investit en Tout à parallèle fait. dans le rachat de plusieurs centaines de magasins, plusieurs milliards d'euros. J'ai tendance à penser que quand vous investissez plus dans la distribution que dans l'industrie, c'est peut-être parce que c'est votre métier, votre cœur de métier, mais c'est aussi parce que vous avez une espérance Bien sûr. de rendement plus élevée Sans dans la distribution. Sans doute que le niveau d'investissement nécessaire est plus bas, on imagine. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Oui. Non, mais notre sujet, c'est pas tellement souhaiter qu'il ait moins de rentabilité. Notre sujet aujourd'hui, c'est que l'industrie agroalimentaire, elle doit être plus rentable qu'elle ne l'est, parce qu'elle ne répond pas suffisamment aux objectifs de décarbonation, de développement à l'international. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que finalement, mon distributeur, il gagne moins. Il faut que nous puissions, dans nos petites entreprises, dans nos grandes entreprises, fussent-elles filiales internationales, filiales de n'importe quel groupe, être suffisamment rentables pour durer. Et l'accusation des surprofits pendant la période inflationniste, vous nous en dites un mot ? Quelle est votre réaction ? Attends, tu compléteras, parce qu'il y a quelque chose quand même qui me turlupine. Ça a beaucoup été évoqué. Et c'est pour ça que je vous donne la parole. On a connu entre 2009 et 2021, début de la guerre en Ukraine, alors on va dire mi-21, de la déflation en permanence. En permanence. Et le nombre d'entreprises agro qui ont fermé leurs boutiques se compte évidemment par milliers. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, et notamment avec ses impacts d'augmentation de certaines matières premières agricoles et de l'énergie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient de loin en France aussi, eh bien, il y a eu de l'inflation. Oui, et il fallait cette inflation. Moi, je me souviens très bien de réunions extrêmement fortes sur notamment le sujet des pâtes, où les distributeurs ne voulaient pas passer ne serait-ce qu'un centime d'augmentation, alors qu'il y avait une vraie réalité, le prix de la matière première avait monté, le prix de l'énergie. Bon. Nous avons aujourd'hui remis quand même les pendules à l'heure, si je puis dire, et nous ne sommes plus du tout dans cette période d'inflation, et c'était nécessaire. L'inflation, quelquefois, elle est juste. Oui, on a compris que c'était un phénomène de rattrapage, mais qui n'était pas du surplus, mais c'était un rattrapage par rapport à une déflation des années précédentes. 2 éléments complémentaires, Madame la Présidente. Premier élément, depuis 2007, les marques distributeurs ont progressé 2 fois plus vite en termes de prix que les marques nationales, et les premiers prix 3 fois plus vite. Donc c'est le premier élément de contexte. Et, bon. Et deuxième point, nos voisins européens ont eu 10 points d'inflation de plus sur l'alimentaire en moyenne que nous, les Allemands et autres. Voilà. Donc ça veut dire que cette période inflationniste n'a pas été une période, et l'étude de la Banque de France qu'on peut mettre à votre disposition totalement le montre, il n'y a pas eu d'évolution majeure de marge pendant cette période. Non. Deuxième point sur lequel je voulais compléter, et qui est aussi un élément de contexte de l'industrie agroalimentaire, on a travaillé avec la Direction générale des entreprises à Bercy sur l'état de l'outil industriel français. Oui. Aujourd'hui, on a un peu plus d'un tiers des entreprises qui n'ont pas pu investir sur leur outil industriel depuis plus de 25 ans. Donc ça veut dire, enfin, on parle de d'IA ou de choses comme ça, nous on n'en est pas à l'étape pour un tiers des entreprises, à l'étape d'avoir un outil qui est adapté à la situation de leurs compétiteurs européens. Et d'ailleurs, Jean-François Loiseau, le président, le disait en introduction, nous perdons des parts de marché tous les jours face à nos concurrents européens et nous ne sommes plus exportateurs du tout depuis longtemps en Europe d'aliments. Et vous voyez que désormais que la balance commerciale est à la limite sur le reste des pays. Non, mais je pense que nous avons aussi identifié cet enjeu d'innovation nécessaire dans l'industrie agroalimentaire française. Juste 2-3 petites questions avant de passer la parole à mes collègues. Je voudrais savoir si, dans le cadre de votre structure, vous préconisez à vos adhérents de pratiquer davantage le contrat tripartite qui a cet avantage de, quelque part, peut-être d'apporter plus de garanties sur la juste répartition de la valeur ajoutée et notamment du retour aux producteurs, qui est quand même, parce que vous parliez, Monsieur le Président, qu'effectivement, finalement, que la distribution fasse du profit, c'est normal, dans la mesure où l'industrie en fait aussi, mais je rajouterais dans la mesure où les producteurs vivent aussi de leur production. Voilà. Donc, mais je pense qu'on est tous d'accord. Ça, c'est la première question. Est-ce que vous favorisez... Est-ce que vous pensez que l'outil contrat tripartite est un outil qui permet quand même de répondre à certaines questions? Moi, je voudrais revenir sur les centrales de services pour bien comprendre. Dans les centrales de services, vous négociez bien votre plan d'affaires.
Alors, vous me confirmerez. Et moi, j'ai le souvenir que dans les premiers débats Egalim, nous avions rajouté une négociation ligne à ligne. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'en fait, le plan d'affaires, il est bien précisé. Donc, il y a une demande, enfin, on est censé avoir une demande de l'industriel, et derrière, la contrepartie et le coût de cette contrepartie. Et moi, franchement, enfin, je pense que Madame la rapporteure, on serait très intéressés si vous aviez la possibilité de nous fournir un contrat de plan d'affaires pour voir un petit peu comment ça se passe. Et petit point aussi, si vous avez les coordonnées de Concordis, nous sommes preneurs, puisque de Copernic, pardon. Nous sommes preneurs parce que nous n'arrivons pas à les obtenir. Donc voilà, je relance puisque voilà. Et enfin, les MDD. Alors les MDD, elles se développent partout, pas plus, enfin chez tous nos voisins, pas plus en France que chez nos voisins. Néanmoins, c'est un sujet, puisque dans les précédentes lois Egalim, à l'initiative du Sénat, nous avons effectivement intégré les MDD dans Egalim sur les sujets que vous avez évoqués, Madame Buisson, c'est-à-dire la sanctuarisation de la matière première et autres, pour qu'il y ait une meilleure effectivement traçabilité. Parce que nous pensions qu'effectivement, avec les lois Egalim telles qu'elles étaient initialement, il y avait comme un effet un peu de, peut-être, en tout cas, de récupération et de rattrapage des distributeurs sur les MDD. Et aujourd'hui, on se pose la question de la manière, je dirais, un parallélisme des formes. Comment est-ce que vous appréhendez, mais vous avez commencé à le dire, Monsieur le Président, le positionnement des stockeurs. Et en fait, moi, il y a une question qui m'interpelle, c'est pourquoi un certain nombre de vos adhérents alimentent aujourd'hui des déstockeurs, notamment dans le domaine des DPH, donc avec des prix qui sont en deçà de toute concurrence. Parce que vous comprenez que pour les législateurs, c'est compliqué de dire qu'il faut maintenir un encadrement des DPH s'il y a un marché parallèle. Vous allez me dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes produits, mais quand même, pour le consommateur, voilà. Il y a une espèce de marché parallèle avec des déstockeurs qui cassent tous les prix. Voilà. Donc ça va un peu à contre-courant de la logique qu'on essaie de mettre en place. Alors, je vais commencer sur les contrats tripartites. Alors, ce sont des outils de contractualisation qui existent, qui sont juridiquement possibles, mais qui demeurent marginaux. Ils sont principalement utilisés dans des chaînes de valeur courtes, pour des produits peu élaborés et beaucoup de produits sous marque de distributeur. Est-ce qu'ils sont possibles et intéressants dans certaines filières? Oui. Sont-ils généralisables? Non. Parce que le tripartite dans nos filières, ça ne concerne que très peu de chaînes de valeur. Il y a des chaînes de valeur alimentaire où entre le producteur et le distributeur, il y a parfois jusqu'à 7 maillons. Et associant plusieurs agriculteurs différents, plusieurs transformateurs différents, pour vendre une brique de lait dans un supermarché, le tripartite, on conçoit tout à fait le type de contrat. Un agriculteur ou son groupement, un industriel qui va conditionner un distributeur qui va vendre en rayon. Pour un flan pâtissier, qui est un produit simple dans l'industrie agroalimentaire, c'est beaucoup plus complexe. Donc, et les contrats pentapartites, pour utiliser un néologisme, je ne sais pas s'ils sont véritablement applicables. Donc un outil, oui, utile, oui, généralisable partout, tout type de produit, tout type de filière, toute chaîne de valeur, bien entendu, non. Après, avons-nous, vous parliez de la recommandation. En tant qu'organisation professionnelle, il est important de dire que nous n'avons pas à recommander le recours à tel ou tel schéma de contractualisation. Chaque entreprise est libre de sa stratégie commerciale. Et nous n'avons pas à recommander de passer par des contrats tripartites ou toute autre forme de contrat. C'est important de le mentionner parce qu'il en va de notre rôle en tant qu'organisation professionnelle et du respect du droit de la concurrence que nous nous appliquons au quotidien. C'est une grosse niche, c'est un gros segment aujourd'hui de politique contractuelle, mais c'est tout. J'entends que selon vous, il est optimisé autant qu'il puisse l'être. On vérifiera. Sur les autres points, rapidement. Ouais. Sur les autres points, sur le ligne à ligne, vous donnez mon retour d'expérience et de vision de ce qui se passe. Aujourd'hui, il est très peu appliqué. Très peu appliqué. Voilà, c'était une volonté qu'on avait aussi pour remettre justement cette notion de contrepartie, de proportionnalité. Et aujourd'hui, c'est très peu appliqué. Les distributeurs ne nous proposent pas de le faire. Et peut-être que nous, industriels, on n'a pas suffisamment de force dans la négociation pour exiger un ligne à ligne parfait. Et c'est un, voilà, il y a
Et peut-être un mot sur les déstockeurs. Ouais. Peut-être. Alors, sur les déstockeurs, je ne vais pas vous répondre sur le DPH puisque nous n'avons pas d'adhérents qui en font. Simplement, il y a peu d'alimentaires aujourd'hui. C'est un appel d'offres en général. Et donc, on va répondre, on revient dans le schéma qu'on vous a dit tout à l'heure, ça dépend de la situation économique des entreprises. Et elles vont, si elles ont des volumes qui restent, pour des raisons, elles vont en profiter pour essayer de trouver de la trésorerie ou autre. Donc, en fait, c'est plutôt des marchés d'opportunités. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, l'agroalimentaire aujourd'hui n'est pas un énorme fournisseur, c'est plutôt sur des produits de DPH. Voilà. Après, de manière peut-être un peu ironique, je trouve un peu surprenant que les représentants de la grande distribution se plaignent d'une concurrence déloyale quand ils n'arrivent difficilement à appliquer la loi EG en France et quand ils ont été très longtemps en concurrence avec du petit commerce qu'ils ont assez remarquablement détruit. Si je puis me permettre, pour nous, le risque du développement du déstockage, au même titre que le développement et la concurrence grandissante de nouveaux circuits de distribution, que ce soit le commerce en ligne, le déstockage ou même les enseignes alimentaires spécialisées, grands frais, c'est que par le fait de la péréquation des marges dans la distribution qui vous a été exposée à plusieurs reprises ici et son fonctionnement, nous ayons à payer et à faire porter une pression sur l'alimentaire parce que les volumes vendus sur le non alimentaire bascule progressivement vers ces autres circuits de distribution. C'est pour nous le principal risque et nous n'avons pas à payer dans l'industrie alimentaire la concurrence grandissante de grands frais, de Temu, d'Amazon ou d'Action. Bon point, ça explique bien la pression sur l'alimentaire. Péréquation, on a bien compris ce phénomène de péréquation. Très bien. Alors, nous allons donner la parole à notre collègue Audrey Bélim. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Donc, je suis sénatrice de La Réunion et c'est vrai que je vais un petit peu axer mes questions sur les Outre-mer parce que je vais profiter du fait que vous ayez lancé cette perche lors de vos introductions, ça m'intéresse fortement. Donc j'ai 4 axes assez important concernant finalement cette commission d'enquête. Concernant la vie chère, on va mettre le pied dans le plat, et la formation des prix en Outre-mer, les écarts de prix que nous connaissons entre l'Hexagone et les territoires restent significatifs sur de nombreux produits alimentaires transformés. Donc pouvez-vous identifier la part qui est réellement imputable aux industriels et finalement quelles seraient les propositions de l'ANIA pour réduire durablement les écarts de prix? Concernant la structuration des filières locales, quelle serait la stratégie de l'ANIA pour favoriser l'implantation et le développement d'unités de transformation agroalimentaire dans les territoires ultramarins, et cela afin de réduire bien sûr la dépendance aux importations que nous connaissons. Concernant les surcoûts logistiques et responsabilités, il est vrai que nous avons beaucoup entendu, il a été beaucoup mis en avant les surcoûts concernant la logistique, et pouvez-vous finalement quantifier précisément ces surcoûts et indiquer quelles seraient les marges de manœuvre possibles sur la thématique? Et concernant l'adaptation aux réalités sociales ultramarines, est-ce que nos industriels en Outre-mer envisagent des gammes spécifiques ou des politiques tarifaires adaptées aux territoires ultramarins? Les industriels ultramarins ou les petites industries ultramarines ou les industriels nationaux, parce que sur ces territoires, nous connaissons que les taux de pauvreté sont structurellement les plus élevés. Et enfin, une question un peu plus centrale et globale, sommes-nous face à un problème conjoncturel de logistique ou finalement sommes-nous face à un modèle économique structurellement défavorable aux territoires ultramarins? Je vous remercie. Alors, réponse en quelques minutes, s'il vous plaît. Très bien, je compléterai. On complétera. C'était par écrit Oui, après. Je vais faire le plus clair possible. On a des territoires assez variés par définition, donc on est en général le premier acteur industriel des territoires ultramarins. C'est le cas à La Réunion, c'est le cas en Martinique, c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, c'est le cas en Polynésie. Il y a moins d'activités d'industriels de transformation en Guyane, à Mayotte, quasiment pas, et en Guadeloupe, si je me résume à ces territoires. La situation est différente selon les territoires, mais globalement, les problématiques que nous avons sont un peu les mêmes. C'est la question de la capacité à produire de la production agricole qu'on peut transformer sur place. Et là, pour le dire très simplement, on a un surcoût qui est lié à une production agricole et une transformation sur place, qui fait que si nous n'arrivons pas à avoir une protection de ces productions-là, en fait, on perd la capacité de produire agricole et de transformer sur place,
parce qu'on est concurrencé par de l'import, enfin de l'import, en tout cas de l'arrivée de produits. Et donc, ça a un surcoût pour les consommateurs, mais ça aussi va développer de l'économie pour les territoires et ça va permettre de rémunérer les salariés sur les territoires. Donc, c'est probablement là un choix de politique publique, de savoir quelles sont les orientations qui doivent être prises par territoire pour à la fois équilibrer une capacité à produire pour les agriculteurs et de l'accompagner, et nous, pour les aider à transformer les productions. On a beaucoup aujourd'hui de production, notamment de fruits et légumes, qui existent sur plein de territoires ultramarins qu'on n'arrive pas à transformer parce qu'on n'a pas les outils. Il faudrait qu'on le fasse. Nos adhérents, nos acteurs sont prêts à le faire. J'étais en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas très longtemps. C'est un sujet sur lequel on se penche pour essayer d'accompagner cette transformation. Mais là encore, il faut que la taille du territoire, Nouvelle-Calédonie, 300, corresponde à une capacité industrielle. Mais il y a des vraies options. Après, il y a le deuxième sujet de ce qu'on ne produit pas sur les territoires. Là, on a des réflexions en cours. Il y a un délégué interministériel qui a été nommé il y a quelques semaines et un ancien député, M. Chassagne, en mission sur le sujet, avec qui on est en relation et nos régions sont en relation pour essayer de trouver le bon équilibre et peut-être aussi développer le commerce entre la Réunion et la proximité. Alors, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ont la capacité d'avoir des négociations propres internationales. Ce n'est pas le cas pour les autres territoires ultramarins. Donc on a besoin probablement de se poser là-dessus. Mais à mon avis, c'est aussi un sujet de politique publique. Nous, on a des outils industriels. On a des chefs d'entreprise qui essayent beaucoup de choses, y compris quand c'est compliqué, je le dis. Mais après, il y a indéniablement, quand on va soutenir une production agricole et la transformer sur place, ça coûte de l'argent. Mais c'est durable aussi pour le territoire, ça crée un vrai plus économique. Donc c'est aussi un choix de politique publique. Je complète, mais je dirais que la question, elle demande une réponse très collective. À qui s'adresse, à quel consommateur s'adresse le marché une fois qu'il y aura de la transformation dans telle ou telle zone ultramarine? C'est très compliqué. Qui supporte les coûts logistiques supplémentaires? Vous avez posé la question. Est-ce que les coûts logistiques doivent être supportés que par les consommateurs finaux? Est-ce que la puissance publique se dit c'est très loin et donc je fais mon travail un petit peu de mutualisation? Moi, je pense que ce serait une excellente idée. C'est le rôle de l'État, c'est un peu du régalien. Sinon, c'est pas la peine d'avoir des territoires extrêmement loin. Si c'est pour les laisser à l'abandon, moi, je pense que l'État doit jouer son rôle. Parce que, comme ça a été dit, nos entreprises, et il y en a beaucoup dans ces départements et territoires, elles sont prêtes pour faire plus modulo les sujets agricoles. Mais il y a un vrai sujet de logistique et de prise en responsabilité de la logistique. C'est là où l'État doit avoir, à mon avis, cette intonation régalienne. Très bien. Merci, messieurs. Maintenant, question de notre collègue Evelyne Renaud-Carabagnan. Merci, Madame la Présidente. Je vais vous poser des questions qui sont un peu candides. Vous m'en voulez pas si je me trompe complètement, mais j'essaie pour essayer de comprendre. Donc, il n'y a aucune accusation, aucune attaque, c'est uniquement pour ma propre compréhension. Vous avez dit que que l'AMNA représentait environ 23 000 entreprises, qui est constituée à 98% par des petites et moyennes entreprises, et vous avez donné un chiffre de 500 pour les très grandes entreprises. Quel est le chiffre d'affaires des 500 entreprises en pourcentage par rapport à ces 23 000 entreprises? Lors de nos précédentes réunions d'audition, j'ai posé une question, enfin tout le monde l'a posée, puis j'en ai posé une un petit peu plus précise, en leur demandant le point sur la contrainte des sociétés de services. Et on leur a posé la question clairement, est-ce qu'il y a une quelconque contrainte pour imposer aux fournisseurs de passer par telle ou telle centrale de service? Bon, ils nous ont répondu clairement non. J'ai posé une autre question, je leur ai dit, mais dans l'hypothèse où il n'y a pas de contrainte, est-ce qu'il y aurait une sanction? Et une sanction d'un référencement. Ils m'ont répondu également que non, il n'y avait aucune sanction qui était utilisée. Je regarde le code de commerce. Le code de commerce, il me semblait que c'est ce que j'avais déjà lu. Le code de commerce, dans un article 442.6, vous allez me le dire puisque vous êtes juriste, il encadre le déréférencement abusif en interdisant une rupture injustifiée. Alors comment ça se passe quand ils appliquent cette pratique alors que juridiquement c'est interdit?
Et ma question, qui est un problème de fond, après une vingtaine d'auditions qu'on a faites jusqu'à maintenant, je me pose une question sur le modèle français des négociations annuelles. Est-ce qu'il n'y a pas une fragilité structurelle par rapport à nos concurrents étrangers européens? J'ai noté que le système des relations commerciales françaises repose sur un mécanisme qui est spécifique, une négociation annuelle qui est concentrée dans le temps, un calendrier rigide et un butoir unique, une date butoir qui est unique. Bon, ça signifie que des hausses ou des baisses pendant le cours de l'année qui intervient pour n'importe quelle raison sont difficilement ajustables immédiatement. Les discussions qui sont concentrées sur plusieurs semaines et l'ensemble de l'équilibre annuel qui est renégocié en bloc. Dans les pays européens, j'ai essayé de voir comment ça se passait. En Allemagne, les discussions sont beaucoup plus étalées et intégrées en intégrant des clauses d'indexation sur certains événements qui peuvent se passer. Aux Pays-Bas et en Belgique, les révisions tarifaires sont plus fréquentes. Dans les pays nordiques, ce sont les contrats pluriannuels qui sont favorisés. Donc, selon vous, de quels dispositifs et des pratiques que l'on observe dans les pays européens nous pourrions nous inspirer afin de faire évoluer le modèle français de nos négociations commerciales? Merci de vos réponses. Merci. Réponse en quelques minutes. Réponse courte, évidemment, quelques minutes. Je vais commencer, Marie poursuivra. Effectivement, pour préciser, sur les 23 000 entreprises, à peu près 98% de PME, il y a 450 grandes entreprises et ETI qui représentent à peu près 80-83% du chiffre d'affaires, pour donner les grandes masses. Voilà, hein, grandes entreprises plus ETI. Qui dit ETI dit entreprise familiale vraiment française. Bon. Moi, parce que vous avez vraiment mis l'accent sur le point fondamental, c'est est-ce que les négos commerciales telles qu'elles existent aujourd'hui en France représentent le modèle qu'il faut suivre? Assurément non. Et pourquoi est-il si particulier, puisque dans d'autres pays européens, ça se passe différemment? Dans beaucoup de pays européens, on cite beaucoup l'Allemagne, l'Italie, mais pas que, la Belgique, l'Espagne, je dirais que les acteurs sont vraiment autour de la table. Tous les acteurs de toute la chaîne alimentaire, du producteur jusqu'au distributeur. Alors c'est un peu l'esprit des États généraux de l'alimentation en 2017, mais tout le monde se met autour de la table et il n'y a pas cette volonté, je dirais, d'être extrêmement saillant, de mettre une pression totalement exagérée sur son fournisseur. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en Allemagne, c'est pas comme ça que ça se passe en Espagne. Alors, dans certains pays européens, et pourtant il y a beaucoup de marques distributeurs, la question a été posée tout à l'heure, et bien malgré cela, il y a la considération, mais c'est lié aussi au modèle économique et social allemand, du partage de la valeur. On travaille en cohabitation, on ne change pas de camp en étant extrêmement, en imposant les choses. Sur le sujet des dates des négos, bon, si on veut qu'il y ait des contrôles, mais ça renvoie à la question d'avant. Il faut qu'il y ait une date butoir de fin de négo, sinon on ne pourra pas avoir de contrôle. Et comme ça se passe mal, nos négos commerciales, à la différence des autres pays, il y a un encadrement de date départ, date fin février. Si les négos se passaient mieux, il y aurait moins de ces obligations de contrôle, les choses pourraient se faire sur l'année, ce qui n'est pas le cas. Donc malheureusement, en défensif, nous sommes obligés à ce jour de demander cette date, je dirais, de fin de négo commercial, qui est respectée, vous savez, quelquefois, plusieurs heures ou quelques jours après. Hein. Marie, tu veux compléter ? Peut-être sur la partie des centrales de services, elles existaient avant les centrales d'achat internationales, ces centrales de services, et elles étaient présentées initialement comme un moyen de développer les ventes par des prestations marketing et commerciales. C'est pour ça que les industriels ont trouvé ça plutôt séduisant au début. En pratique, elles sont devenues un instrument de captation de valeur supplémentaire au détriment des fournisseurs. Et je vais répondre à votre question. Est-ce que les industriels ont la liberté de refuser ces services? La réponse est non. C'est souvent une condition implicite d'accès au référencement au sein des centrales d'achat internationales ou nationales. Et j'ai eu des témoignages les années précédentes et cette année encore, où on a des centrales de services qui demandent aux membres de s'engager
sur des hausses d'investissement au sein de ces centrales de services avant même toute discussion sur les contreparties. Donc on leur demande par principe de s'engager, mais ils ne savent même pas ce pourquoi ils s'engagent et pour combien. Et ça, c'est la réalité. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on a encore 2 questions. Donc, vraiment, je vais vous demander d'aller vite. Madame Lincolnel. Ça va aller très vite puisque c'est plus une observation qu'une question et je rebondis très directement sur ce que vous venez de dire en lien avec les centrales de services. Moi, au regard de tout ce que je viens d'entendre, je recommande vivement de cesser d'utiliser le terme de contrepartie. C'est une transaction, c'est une prestation. Il y en a un qui paye pour un service que l'autre lui rend. Il ne doit pas être question de contrepartie. On est dans un échange commercial. Donc, plus vous utiliserez ce terme, plus ça dévoiera le principe même de la centrale de service. Donc, la proportionnalité, ça oui. Qu'elle ne soit pas au bon niveau, ça oui. Mais on est dans une transaction avec une prestation. Ce n'est pas une question de contrepartie. En commerce, il n'y a pas de contrepartie. Dans une centrale d'achat, il n'y a pas de contrepartie. Donc vraiment, je pense que si on veut pouvoir s'aider mutuellement, utilisons les bons termes, vous les avez souvent utilisés, bannissons cette notion de contrepartie et travaillons la question de la proportionnalité et de la réalité de la prestation. Ligne à ligne. Réponse. C'est l'esprit du ligne à ligne. Réponse, madame. Parce que je vous presse un peu parce qu'on a une autre audition qui suit, donc nous serions libres de nos horaires. Je laisserai libre cours. Mais nous avons une autre audition. Alors, dernière question de Jean-Claude Tissot. Merci. C'est 2 compléments d'information. Vous avez parlé tout à l'heure de déréférencement d'un grand laitier. Quand on parle de déréférencement, c'est déréférencement de tout le fournisseur ou simplement des lignes définies, si j'ose dire, d'un commun accord? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est, vous parliez aussi qu'avec les MDD, c'était plus simple de rentrer dans les négociations. Pourquoi? Alors, Marie, tu feras la deuxième. Sur la première question, ce sont des lignes qui sont déréférencées. Des lignes. Oui, mais c'est un arrêt de commande. C'est-à-dire, sur tel type de produit, je ne mettrai pas en rayon, donc ce sera stop, modulo, éventuellement, la période de préavis ou que sais-je. Mais ce sont des lignes. En fait, la deuxième question. Pendant la négociation, en cours, là, il y a beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas d'accord avec le distributeur, pour le dire très simplement, sur le prix de ce qui se passe après le 1er mars. Et globalement, le distributeur se dit « j'arrête de commander maintenant ». Et c'est le distributeur qui décide unilatéralement d'arrêter de commander tel ou tel produit pendant tout le mois de janvier, tout le mois de février. Ouais. Ça fait donc 2 mois de l'année, ça peut commencer avant ou autre. Et donc cet arrêt, ce déréférencement, il va concerner 30%, 50%, ça dépend de ce que choisit le distributeur dans sa méthode d'intimidation, pour utiliser des mots. C'est pas l'entreprise en global qui est déréférencée, des lignes. Marie, la deuxième. Sur les MDD, il y a vraiment toute une multiplicité de relations différentes. On a des relations qui sont très partenariales avec certains distributeurs et certaines PME. On en a d'autres où, dans la mesure où ça passe par des appels d'offres qui peuvent être plus ou moins réguliers, il peut y avoir de la tension, où on peut avoir une certaine dépendance économique de certains fournisseurs et certains distributeurs le savent. Oui, un dernier complément et puis nous allons clore. Je vous en prie. C'est plus une... Je ne vais pas vous poser de questions. Non, nous nous posons la question entre nous quand même. Jusqu'où le modèle tel qu'il existe aujourd'hui en France, et vous avez posé la question, madame, peut-il encore continuer? Je ne dis même pas résister parce que nous ne résistons pas. Donc nous avons cette impression d'une impunité totale ou partielle, quelquefois, de certains grands acteurs de la distribution. Ça ne peut pas durer. Nos 23 000 entreprises, qu'est-ce que ce soit l'État, ils sont en train de payer tous les jours. Donc si nous voulons, et ça va être la première fois que nous disons ce terme depuis le début de cette audition, participer à cette fameuse souveraineté agricole et alimentaire, je pense qu'il faut que nous soyons responsables. Nous avons besoin de nos entreprises. La qualité alimentaire est à ce prix. Donc l'impunité a des limites. Alors une dernière question de Madame la rapporteure et on clôturera. Non, pas de question? Non, on peut clôturer. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle, Madame, Messieurs, que nous sommes tout à fait intéressés par tous les compléments sur les différents sujets qui ont été évoqués. Si vous pouvez nous faire parvenir... dans le cadre de la réponse au questionnaire, des compléments. Merci beaucoup. Vous pouvez nous faire parvenir des contrats, y compris anonymisés, de manière à ce qu'on puisse le voir. Voilà. Ah, pardon. Et oui, ce sera anonymisé. Voilà. Et même si ça ne l'était pas, on garderait ça confidentiel.
à présent l'Institut